I'm here for you. I take care of you. I give you the things you desire, things you enjoy, but above all, things you need to live. It really wasn't all that easy in the beginning. But I've always moved with the times and got better. From hard manual labor to steam power, then to electricity and automation. Now, I'm standing on a solid foundation. Yet I can't rest on it. I have to keep adapting. So I'm changing even further. I am becoming digital. I create images of myself in the virtual world. With these digital twins, I try out things and optimize myself before becoming real. I gather volumes of data to see how I can make myself even better. I am industry. And I want to get smarter, more flexible, more productive, more efficient, more secure, and far more personalized. But nobody can do it alone. I rely on a strong partnership between technology providers, suppliers, and users. I need people who understand exactly how I function, who exploit previously unimaginable potential with cutting-edge technologies. People who will accompany me on the path to the digital future. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur une question brûlante, c'est le cas de le dire, d'actualité, comment faire face à la crise énergétique dans l'industrie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation, nous y répondrons à la fin. Mais tout d'abord, on va se présenter. Sarah, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis Sarah Baudard, consultante digitalisation. J'accompagne nos clients pour les aider dans leur transformation digitale. Merci Sarah. Christophe? Bonjour à tous, donc je suis Christophe Rifflard, spécialiste automatisme. Je suis en charge de TIA Portal et toute la gamme d'automatisme chez Siemens 1500 et 1200 et tout ce qui concerne la gestion de l'énergie. Merci Christophe. Et enfin, Emmanuel Méran, je suis responsable de la partie variation de vitesse pour Siemens en France. Alors, on va d'abord dresser le portrait de ce qui se passe dans notre monde, au niveau monde, puis au niveau France, puis au niveau de Siemens. Pourquoi une meilleure gestion de l'énergie est importante? On le vit tous les jours, hein. Le développement durable, il y a des engagements pris au niveau des Nations Unies pour des objectifs ambitieux en 2030 de décarbonation. Le changement climatique, on a une augmentation de la température à la surface de la Terre de plus 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est beaucoup et c'est maintenant qu'il faut agir. La décentralisation également du mix énergétique qui génère un réseau électrique qui est plus sollicité puisqu'on part des énergies fossiles pour aller vers de l'énergie électrique. Donc il y a une augmentation d'énergie électrique pour effectuer cette transition énergétique et un mix énergétique avec des énergies renouvelables qui sont plus aléatoires en termes de production. Et puis la digitalisation qui produit beaucoup de données, on va en parler aujourd'hui, de la data. Exploiter de la data, c'est bien. Générer de la data, c'est bien. Sauf qu'on multiplie par des facteurs très importants. On va multiplier par 5 en 7 ans le volume de données qui est généré. Et ceci a une empreinte carbone également. Donc il faut absolument que la donnée qu'on génère ait un bilan carbone positif. Il faut qu'on ait plus de gains en utilisant la donnée qu'en la générant et en générant des consommations énergétiques supplémentaires. Alors que devons-nous faire face à ce constat? Eh bien, augmenter l'efficacité énergétique, réduire nos émissions de CO2, c'est évident. Le CO2, c'est un sujet primordial pour tout le monde. Il est pris en compte dans les entreprises pour améliorer notre image également, mais surtout être capable de générer du business dans les années futures, puisque les clients sont de plus en plus sensibles à l'empreinte carbone d'un produit lorsqu'ils font un choix d'une technologie ou d'un produit. Un candidat, lorsqu'il vient
candidater dans une entreprise est aussi éco-responsable dans sa démarche et souhaite avoir une entreprise qui a un impact positif sur l'environnement. Et les investisseurs également regardent ce sujet avec beaucoup d'attention. Donc la génération d'empreintes CO2, l'empreinte carbone, vient de plusieurs critères. Ils viennent évidemment de tout ce qu'on produit en direct, mais ils viennent aussi de tous nos fournisseurs indirects de rang 1, 2, 3. Et pour traiter cette donnée, il nous faut des plateformes et une volonté des entreprises de traiter cette donnée-là, et c'est indispensable. Siemens, la réponse de Siemens pour répondre à cette problématique s'appelle Seagreen. Seagreen, c'est une plateforme sécurisée grâce à la technologie blockchain qui va nous permettre de récupérer les empreintes CO2 de tous les composants et sur tout le cycle de vie d'un produit, depuis le sourcing de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication du produit, l'acheminement de ces matières premières, la fabrication du produit, son utilisation et jusqu'au recyclage du produit. On va tracer l'empreinte CO2 du produit grâce à des données sécurisées qui sont échangées entre les différents acteurs. Si on regarde au niveau de la France, qu'est-ce qu'on fait en France? Où est-ce qu'on en est en France? On a effectivement une augmentation du coût de l'énergie électrique de plus 45% entre 2021 et début 2023. On a une augmentation du prix du gaz aussi qui a été multiplié par 10, donc ce n'est pas anodin. On voit qu'il est urgent d'agir aussi pour réduire sa consommation énergétique puisque derrière, c'est des explosions de coûts, c'est ce que vous vivez au quotidien également. Au niveau de la loi climat, j'ai dit qu'on avait atteint 1,2 degré d'augmentation de la température à la surface de la Terre. On a un objectif ambitieux de limiter à 1,5 au total, donc on n'a plus que 0,3 degrés de disponible, si je puis dire, et donc il nous faut absolument agir maintenant. Au niveau du changement de l'approvisionnement d'énergie, on est passé de 13,5% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en France à 27% aujourd'hui, et avec un objectif de 40% en 2030. Et au niveau de la neutralité carbone, on a un objectif d'être neutre en carbone en France en 2050. Aujourd'hui, on a réduit de 30% par rapport au début des années 90 notre empreinte carbone en France, et on a un objectif d'être à 60% en 2030 et à 100% de neutralité carbone en 2050. Au niveau de la consommation de l'énergie électrique ou de l'énergie en sens global du terme, 38% ce sont les industries, les sites industriels et les infrastructures autour. C'est au-delà des bâtiments et du résidentiel qui représentent 35%, au-delà des transports qui représentent 24%, et le autre, on va retrouver notamment les data centers et ce genre de choses. Si on regarde au niveau de l'industrie, on a des leviers évidents, donc je l'ai dit, 38% de l'énergie mondiale consommée par les industriels. Au niveau de la production de CO2, des émissions mondiales de CO2, c'est 30%. Donc on a un levier important en décarbonation au niveau de l'industrie pour réduire notre empreinte carbone et réduire l'impact sur le climat et sur la planète. Au niveau du recyclage également, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a que 13% des déchets au niveau mondial qui sont recyclés. Alors évidemment, le premier vecteur, c'est les déchets alimentaires pour 40%. Mais derrière vient tout de suite après l'industrie. Et là aussi, on a une responsabilité sociétale dans l'industrie pour réduire nos déchets. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, Siemens, aujourd'hui? Eh bien, on a réduit nos émissions de CO2 de 54% en 7 ans, avec un objectif de neutralité carbone en 2030. Donc, c'est très ambitieux, c'est demain, 2030. On a réduit de 15% nos coûts énergétiques avec des programmes d'efficacité énergétique déployés au sein du groupe, notamment aussi un déploiement d'une flotte de véhicules plus propre. Et en parallèle, on a sourcé de l'énergie verte, donc pour 78%, l'ensemble de notre consommation électrique du groupe à travers le monde vient d'énergie renouvelable. Comme le dit notre CEO, si Siemens peut le faire, tout le monde peut le faire, et on parle d'un retour sur investissement de 3 à 5 ans. Donc c'est vraiment des retours sur investissement qui sont très rapides, et aujourd'hui avec l'explosion du coût de l'énergie, on est plus proche des 3 ans que des 5 ans. Sur des sites industriels Siemens, on a utilisé nos propres technologies, nos propres méthodes évidemment pour
améliorer notre efficacité, améliorer notre empreinte carbone. Si je prends 3 exemples, le premier sur notre site de Siemens Nuremberg en Allemagne, sur notre usine de Nuremberg, on a récolté de la donnée, comme va vous le présenter Christophe, et à partir de ces données de consommation énergétique, on a pu réduire de 64% l'énergie en veille des machines. Au niveau de la Chine, on a construit notre première usine dite digital native, donc c'est-à-dire qui a été conçue entièrement par rapport à un double numérique de l'usine, à une simulation complète de l'usine. Et ceci nous a permis de réduire drastiquement les émissions de CO2 de cette usine par rapport à une usine équivalente qui aurait été construite avec d'anciennes méthodes. Donc on a 2900 tonnes de CO2 en moins par an rejetées par cette nouvelle usine. Et également au niveau de la consommation en eau, on a réduit de 40 000 m3 par an la consommation en eau de cette usine en Chine. En Suède, grâce à des nouvelles technologies aussi, on a pu réduire notre empreinte carbone de 72% et de 90% nos déchets. Alors que fait cette usine en Suède? Eh bien, elle produit des turbines à gaz et au lieu de jeter les turbines qui étaient endommagées, eh bien, on les répare grâce à de la fabrication additive, de l'additive manufacturing, au même titre que vous pourriez avoir chez vous une imprimante 3D pour imprimer des pièces en 3D. Eh bien, dans l'industrie, la technologie additive est aussi déjà une réalité et ça nous permet de réparer des turbines à gaz et de produire beaucoup moins de déchets. Cette thématique de réduction de notre impact de CO2, de réduction de la consommation énergétique dans les entreprises est vraiment présente partout sur le marché. On a quelques exemples ici à l'écran sur de l'agroalimentaire, de l'automobile, du service. On a des messages forts de tous les CEO, de tous les PDG, de toutes les entreprises mondiales. C'est maintenant dans les bouches de tous les PDG, il faut qu'on agisse tout de suite. Et il est urgent d'agir pour respecter l'objectif des Nations Unies qui est fixé pour 2030. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans les solutions de Siemens, comment on peut vous accompagner et à quel niveau on a des leviers d'action et nous, en face, Siemens, des solutions pour vous accompagner. Si on regarde au niveau du bâtiment, un bâtiment qui soit industriel, qui soit tertiaire, il y a des gros consommateurs d'énergie, qui sont les systèmes de ventilation, chauffage, climatisation. C'est un des très gros leviers et on va le voir en fin de présentation, un exemple concret chez BMW des gains qu'on peut générer en rétrofitant ces systèmes-là. L'éclairage est un gros consommateur d'énergie. Si je prends l'exemple d'un entrepôt logistique, l'éclairage est la première source de consommation d'énergie d'un entrepôt logistique avec une meilleure gestion, une optimisation de sa performance énergétique, mais également une gestion intelligente de ce système d'éclairage. On peut réduire drastiquement la consommation et donc l'empreinte carbone du bâtiment. Et puis enfin, au niveau d'un bâtiment, la gestion intelligente du bâtiment nous permet de réduire la consommation énergétique, que ce soit sur l'éclairage, sur la gestion des fenêtres, sur la gestion des stores. On a beaucoup de leviers avec des systèmes de gestion centralisés de bâtiments qui permettent de réduire l'empreinte carbone des bâtiments aussi. Si on descend d'un cran dans l'industrie, qu'on regarde l'industrie et les utilités de l'industrie, là aussi, il y a des forts consommateurs, que ce soit la gestion ou la génération d'air comprimé. C'est un gros levier d'économie d'énergie aussi. Les groupes électrogènes, aujourd'hui, pour du secours, il y a d'autres solutions beaucoup plus vertes que ces solutions qui peuvent être déployées sur du stockage d'énergie, sur du micro-stockage ou du stockage avec différentes technologies. Là aussi, Siemens peut vous accompagner. Et puis si on descend encore d'un niveau, au niveau machine, eh bien, la première étape pour réaliser une transformation énergétique, c'est de savoir ce qui se passe sur le site. C'est d'avoir une transparence des opérations, une transparence des données énergétiques. Donc on va commencer par ce chapitre avec Christophe qui va vous présenter comment on peut avoir une meilleure transparence sur nos données énergétiques. Ensuite, une fois qu'on a récupéré de l'information, on peut en déduire des notions d'efficacité énergétique, des plans d'action d'efficacité énergétique à mettre en œuvre. Et on peut aussi, au niveau machine, avoir une gestion intelligente de l'énergie. Donc pour tout ça, Siemens a des réponses, a des solutions. On ne va pas détailler les solutions techniques aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des points particuliers ou des projets à adresser sur ces thèmes-là. Et évidemment, pour vous soutenir et vous accompagner, on a une offre de services derrière qui va vous permettre de déployer ces différentes thématiques
sur vos sites industriels ou sur vos bâtiments. Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut gagner en transparence sur les données énergétiques? Emmanuel, moi je te propose, on va faire simple, on va commencer par regarder une petite vidéo. Le savoir, c'est le pouvoir. Dans ce cas, cela signifie avoir le pouvoir sur son installation, pouvoir surveiller les flux de données et d'énergie, pouvoir augmenter l'efficience et économiser l'énergie. Le moindre élément d'une installation produit ces données. Aujourd'hui plus que jamais, chaque minute, chaque seconde, des données pouvant s'avérer très précieuses sont générées si l'on pouvait les saisir, les classer, les visualiser et les exploiter, au lieu de les laisser se perdre sans les utiliser. Jamais cela n'a été aussi simple. Simple serait une collecte automatique des données de consommation d'énergie, non seulement provenant des appareils Siemens, mais aussi de ceux d'autres fabricants. Une intégration dans TIA Portal dans l'automatisation. Les données d'énergie liées aux données de production disponibles directement sur des pupitres et WinCC. Aussi simple qu'avec Simatic Energy Suite. Configuré simplement et intuitivement au lieu de programmer. Avec un archivage dans le WinCC ou le contrôleur. Et une intégration dans Energy Manager Pro ou une évaluation basée dans le cloud. La transparence serait un accès aux données d'énergie au niveau de gestion. Une évaluation commerciale, la conformité non seulement aux normes légales comme ISO 50001, mais aussi les diverses possibilités d'analyse afin d'identifier les économies possibles. Aussi transparent qu'avec Simatic Energy Manager Pro. La transparence, c'est savoir quelles sont les répercussions de mesures spécifiques. Quand un investissement est-il amorti? La transparence permet non seulement d'analyser les données d'installation isolées, mais aussi d'utiliser les données enregistrées entre installations distinctes, comparant les processus entre usines. En temps réel, Simatic Energy Suite et Simatic Energy Manager Pro pour une efficience énergétique accrue et une réduction des coûts. Une évolutivité pour l'avenir. La gestion de l'énergie, plus simple et plus homogène que jamais. Bien, donc vous l'avez compris, on a parlé de transparence énergétique. Alors qu'est-ce qu'on entend par transparence? Transparence, c'est on vit dans un monde connecté, hyper connecté, donc c'est remonter de la data et exploiter cette data. Pour avoir de la transparence au niveau de nos usines, il faut prendre des mesures, donc on va s'appuyer sur des appareils de mesure pour mesurer des unités, donc des choses électriques ou non électriques. Donc au niveau des appareils de mesure, on pourrait commencer par peut-être placer des organes sur des architectures aujourd'hui qui sont très distribuées au niveau automatisme. Donc des organes qui vont nous permettre de compter l'énergie, donc pouvoir ensuite la remonter sur des contrôleurs principaux. Donc on peut également mettre au niveau des armoires des centrales de mesure avec des indicateurs visuels. Donc toujours dans l'utilité d'avoir pour la maintenance toujours une vision de ce qui se passe au niveau des armoires ou de la ligne de production. Quand on parle de transparence énergétique, on pense souvent électricité, mais on ne pense pas forcément au gaz, à l'eau. Alors l'eau chaude, l'eau froide, les fluides, c'est-à-dire l'air comprimé, toutes ces choses-là. Ça aussi, c'est des mesures, donc c'est des choses qu'il faut mesurer, remonter pour pouvoir ensuite corréler les informations, parce que tout ça, ça consomme de l'énergie et mettre en place des actions correctives. Ensuite, on a aussi du matériel qui existe déjà dans toutes nos architectures d'automatisme. On utilise déjà depuis bien longtemps des variateurs, des disjoncteurs, des démarreurs moteurs. Et tous ces matériels d'automatisme ont déjà pas mal d'informations qu'on n'utilisait pas forcément jusqu'à maintenant. Donc là, on va pouvoir déjà, sans avoir à rajouter des capteurs partout, on va dire, dans votre usine, on peut déjà exploiter tout l'existant pour remonter tous ces indicateurs pour pouvoir ensuite les corréler avec d'autres informations. Donc c'est ça qu'on appelle la transparence énergétique. Alors ce qui va être intéressant de faire, c'est de mettre déjà au pied machine, c'est-à-dire sur les lignes de production, de pouvoir mettre ces choses-là à disposition des opérateurs.
Parce que l'opérateur, hein, c'est lui qui pilote ces machines. Donc s'il a un visuel avec toutes les informations de consommation en temps réel, de ce qui se passe sur sa machine, lui, il va pouvoir mettre en place des actions correctives. S'il voit, par exemple, il a l'habitude de travailler sur sa machine qui consomme, je ne sais pas, 10 kWh, et tout d'un coup, ça se met à dériver, il va se dire, il se passe quelque chose sur ma machine, il faut que je lance de la maintenance, que c'est pas normal. On pourrait aussi éventuellement comparer deux lignes de production identiques, soit en local dans l'usine, soit dans le monde entier, entre les différentes usines, pour voir s'il y a des dérives ou des choses comme ça, et peut-être ajuster le paramétrage des lignes de production. Si deux lignes identiques ne se comportent pas de la même manière, c'est qu'il y a un problème de paramétrage, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place déjà au pied machine. Et enfin, on va remonter tout ça sur un système plus global, plus centralisé, pour pouvoir faire une analyse un peu plus précise. En termes de rendu, hein, un exemple d'écran, hein, de ce qu'on peut voir, ça serait d'avoir ces KPI, on va dire, un petit écran au niveau de l'IHM pied-machine, où on voit en temps réel donc, ces indicateurs, mais aussi un premier niveau d'analyse qui va nous ramener les énergies consommées aux pièces produites. Donc déjà, on aura une notion de coût, à savoir combien coûte la pièce qui sort de ma ligne de production, je ne sais pas, 5 € par pièce de consommation d'électricité, ou d'eau, ou d'air, etc. Donc déjà, on a un bon indicateur, hein, et pareil, c'est la dérive qui va nous intéresser. Et là, mettre des courbes, parce que c'est beaucoup plus parlant d'avoir une courbe où on voit une courbe qui commence à s'envoler, à dériver, et là on va se dire il se passe quelque chose, c'est pas normal, on peut mettre des seuils pour déclencher des alertes et notifier l'opérateur qu'il y a des actions à mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse intéressant. Et ça peut aussi sensibiliser l'opérateur. Hein, quand on commence à... C'est comme si je disais chez vous, vous avez un interrupteur avec qui vous laissez vos lumières allumées. Si vous commencez à mettre un afficheur avec le coup qui tourne, bah, plus facilement, vous allez tout de suite l'éteindre parce que si vous voyez les euros qui s'envolent, vous allez dire là, je peux sauver de l'argent. Bah, c'est la même chose. Hein, on n'oublie pas qu'on est des humains au niveau des lignes de production. Ensuite, on va parler d'efficacité énergétique. Je vais dire, c'est le deuxième pilier. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir des systèmes plus efficaces, hein, des lignes de production plus efficaces. Ben encore une fois, on va faire comme à la maison. Hein. On va regarder, quand vous achetez un électroménager, aujourd'hui on regarde les étiquettes, hein, on regarde les performances énergétiques, hein, A, B, C, D, E, F, etc. Donc on essaye d'aller vers le A, des choses comme ça. Hein. Bon, ça coûte un petit peu plus cher parce que c'est un matériel un peu plus de qualité, mais qui, derrière, au niveau ROI, va nous permettre de sauver de l'argent. Donc là, c'est la même chose pour l'industrie. On peut aujourd'hui appliquer ce même concept. On est capable aujourd'hui de mettre des indicateurs sur les lignes de production. Pour cela, on va s'appuyer sur des bibliothèques ou sur des consortiums comme le VDMA, qui a créé, on va dire, des référentiels en termes de consommation énergétique pour les différentes parties machines. Et on va pouvoir positionner ces choses-là sur notre machine pour pouvoir dire, voilà, je suis à telle efficacité au niveau de mon moteur, etc. Et pareil, être alerté en cas de dérive si ma machine est moins efficace. Donc si ma machine est moins efficace, on pourra dire, bah là, il faut faire un acte de maintenance, il y a peut-être des roulements qui sont en train de gripper, c'est pas normal, et corriger le problème. En termes d'écran, pareil, au niveau pied-machine, ce qui peut être intéressant de voir, c'est ce qu'on voit sur la vue de gauche. On va être capable de voir ce qui se passe en temps réel. Donc chaque média énergétique, on va être capable de voir la consommation en temps réel et de voir justement là où on peut faire une action corrective. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir, tiens, ma machine produit, mais qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma machine? Et bien, on va corréler ces informations-là avec les modes de marche de la machine. Donc la machine à l'arrêt, en stand-by, en opérationnel. Et bien, on va commencer à croiser les informations et en temps réel, on verra typiquement ma ligne de production en stand-by consomme tant d'eau, tant de gaz, tant d'électricité. Et à partir de là, ben, ça va être plus simple d'aller voir votre patron et dire, vous voyez, moi, qu'est-ce que je peux mettre comme action corrective pour sauver de l'argent? Ben, une machine qui est à l'arrêt, au lieu qu'elle soit à l'arrêt, ben, la couper, on va gagner tant d'euros sur cette partie-là. Voilà, c'est visible. Et tout de suite, on gagne de l'argent. C'est de l'argent rapide à gagner à ce niveau-là. Et pareil, tout ça, on peut le remonter toujours à un système central. Alors souvent, on parle de SCADA de l'énergie, hein, pour centraliser toutes les informations qui remontent, pour pouvoir justement mettre des KPI, des indicateurs et pourquoi pas des feux rouges en cas de surconsommation ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de moteurs, Emmanuel, à l'industrie. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là?
Oui, en effet, les moteurs sont un des gros consommateurs dans l'industrie et on peut avoir des leviers d'efficacité énergétique très importants en modernisant la flotte de moteurs. Si on regarde les domaines d'application des moteurs, 70% des moteurs déployés dans le monde, de moteurs électriques, sont dans l'industrie, 30% dans le tertiaire, 70% dans l'industrie. Et dans ces 70% dans l'industrie, il y en a une grosse majorité qui sont dans des applications simples, type ventilation, compression, pompage. Donc on peut très facilement modifier ou rétrofiter ces équipements-là pour améliorer leur efficacité énergétique. Et si on regarde le coût d'un moteur sur 10 ans, le coût d'achat du moteur, c'est 2%. Le coût de la maintenance du moteur, c'est 3%. 95% du coût total d'un moteur sur 10 ans, c'est l'énergie. Et avec le coût de l'énergie qui explose, on voit très bien qu'on a des leviers immédiats pour gagner de l'argent, pour réduire nos consommations énergétiques et nos factures énergétiques. Et également, avoir moins de stress sur le réseau et donc éviter des phénomènes de blackout ou de surtension sur le réseau, de sursollicitation du réseau électrique. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Si on regarde rapidement les gains qu'on peut générer en remplaçant un moteur d'une ancienne génération par un moteur de nouvelle génération plus efficace énergétiquement parlant. Les moteurs maintenant sont encadrés par des normes également, donc ça vous permet de vous garantir que vous allez acheter un équipement qui va être plus économe en énergie. On peut gagner plus de 6% d'énergie en changeant juste le moteur. Si on va un peu plus loin et qu'on remplace un moteur qui était en continu alimenté par le réseau pour de la ventilation, de l'air comprimé, du pompage et avec des systèmes mécaniques d'échappement quand on n'avait pas besoin de toute la puissance, si on vient y adjoindre maintenant un variateur de vitesse pour optimiser le fonctionnement et la sollicitation du moteur en fonction des besoins du process, on peut gagner plus de 30% d'énergie. Et si on va encore un step plus loin, qu'on regarde le système mécanique en aval du moteur, qu'on vient l'optimiser, qu'on vient le moderniser, eh ben on peut avoir un gain qui est de plus de 60% en termes d'énergie. Alors on peut dire, voilà, sur un moteur de 50 watts, évidemment, ça ne va pas représenter des sommes colossales et des kilowatts et des kilowatts. Mais si on commence à parler de moteurs de plusieurs kilowatts, voire de plusieurs centaines de kilowatts, voire d'un mégawatt, eh bien là, on voit tout de suite l'importance de rétrofiter ces équipements-là pour avoir un gain d'efficacité énergétique immédiat. Si on regarde maintenant la gestion intelligente de l'énergie, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, le troisième pilier qu'on peut mettre en place, ça va être typiquement, on entend souvent à la télé qu'on veut faire du délestage et des choses comme ça, c'est un peu ça. Typiquement, c'est de voir ce qu'on peut faire au niveau usine. Généralement, dans une usine, on est abonné à une certaine puissance en électrique. Et à partir de là, si on dépasse la puissance sur laquelle on est abonné, c'est des surcoûts. Donc ça, on peut l'éviter. Il y a des choses à mettre en place à ce niveau-là, avoir des choses en automatique pour pouvoir éviter tous ces surcoûts et donc avoir des factures qui s'envolent. Alors pour ça, on va parler de load management. Typiquement, c'est un contrôleur dans lequel on va pouvoir mettre des stratégies qui vont en automatique couper ou donc délester des parties de l'usine si on tend vers des choses, typiquement vers un surcoût d'énergie. Donc généralement, ce qu'on met, comme sur le slide, on met des seuils, un seuil de warning, un seuil d'alerte. Et donc, on déclare des consommateurs d'énergie et des producteurs d'énergie. Et en fonction de là, donc les producteurs d'énergie, ça peut être des cellules photovoltaïques, etc. Et à partir de là, quand on tend vers le warning, donc les stratégies se mettent en place et vont dire, bon, alors là, je risque de dépasser ma puissance électrique, donc pourquoi pas couper les bornes de recharge du parking, ça n'a pas trop d'intérêt, juste pour passer le pic, ou pourquoi pas couper l'éclairage d'un bâtiment qui n'est pas utilisé, et à partir de là, on passe le pic. Le tout, c'est ne pas gêner la production, toujours avoir une production optimale, mais délester des parties de l'usine qui ne sont pas forcément nécessaires d'avoir à ce moment-là pour éviter ce surcoût énergétique. Voilà. Au niveau rendu, encore une fois, on aura un tableau, au niveau opérateur, au niveau IHM ou SCADA, un rendu facile à l'œil. On voit tout de suite ce qui se passe.
on voit tous les producteurs ou les consommateurs d'énergie et on voit à quel niveau on est en temps réel de l'énergie consommée. Et toujours avec cet historique, cette courbe, hein, pour pouvoir après coup analyser si on a eu un problème, pour corriger, après mettre des actions pour corriger si on a malgré tout toutes ces stratégies mises en place, on a eu un surcoût, mais on peut mettre des actions correctives par la suite. Voilà, donc toujours simple, une idée claire de ce qui se passe sur vos machines pour actionner et corriger des problèmes possibles. Un cas concret, Emmanuel, est-ce que tu peux me donner un cas d'usage par rapport à ça? Oui, alors effectivement, si on regarde la gestion intelligente de l'énergie sur une machine, ça peut être du délestage, comme l'a dit Christophe, ça peut être aussi d'optimiser la consommation et de limiter les consommations pointes de la machine, non pas en la délestant, mais par exemple en mettant en place des systèmes de micro-stockage d'énergie pour passer les pics de consommation du cycle de la machine sans impacter notre abonnement auprès du fournisseur d'énergie ou notre coût énergétique. Si on regarde là sur la slide, on a un exemple concret d'une centrale thermique biomasse sur l'île de la Réunion où on a mis en place un système de micro-stockage d'énergie. La problématique du client, le réseau à la Réunion, il a souvent des micro-coupures ou des chutes de tension importantes. Et donc, l'équipement derrière s'arrêtait, parfois avec de la casse, des arrêts qui étaient longs, coûteux pour redémarrer, parfois des pièces à remplacer. Et donc, le client souhaitait fiabiliser son installation tout en limitant évidemment son coût énergétique. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place, comme vous le voyez en haut sur le slide, un système de stockage d'énergie sous forme de super capa qui nous permet de lisser les pics, de redonner de l'énergie à la machine lorsqu'il y a une chute de tension sur le réseau électrique également. Et on le voit sur le graphique en bas, eh bien, on vient couper les pics de consommation avec le système qui va se recharger lorsque la machine sera en charge plus faible et le système de stockage d'énergie va redonner de l'énergie à la machine lorsqu'il y en a besoin et qu'il y a des pointes de consommation électrique par la machine. Ce qui est important de noter, c'est que la solution est à la fois éco-friendly puisqu'on n'a pas de système avec des batteries, donc on est beaucoup plus responsable énergétiquement parlant et écologiquement parlant que des systèmes traditionnels de type UPS avec des batteries ou un générateur diesel, une génératrice diesel. Ça, c'est des choses qu'on peut éviter et on est également moins cher qu'un système UPS traditionnel et le ROI, le retour sur investissement de cette installation est inférieur à 1 mois. Donc des petites choses comme ça peuvent être mises en place ponctuellement en fonction des besoins, en fonction des problématiques, des criticités des équipements et avec des retours sur investissement qui sont très rapides. Alors depuis le début de ce chapitre, on vous parle beaucoup de données énergétiques, mais il y a aussi une problématique pour vous, industriels, comment je traite ma donnée, où est-ce que je stocke ma donnée et comment je garde la maîtrise de ma donnée. Parce que parfois, ces données énergétiques, elles vont être liées à votre procédé, elles peuvent être confidentielles et vous ne voulez pas que ces données-là soient disponibles ailleurs. Donc il y a plusieurs approches. Il y a des approches qui sont basées effectivement dans le cloud avec un hébergement externalisé à l'entreprise avec des gains effectivement en termes d'infrastructure et autres, mais là la donnée est externalisée. Et il y a évidemment des solutions sur site, que ce soit sur base de systèmes SCADA classiques ou avec de la remontée de données dans votre supervision d'usine ou de site, et puis des solutions aussi qu'on appelle maintenant Edge, qui sont des PC qui sont mis à côté de la machine, qui permettent de collecter la donnée, de la traiter avec des algorithmes puissants pour en déduire des KPI, des indicateurs de performance qui pourront être affichés au niveau local ou après remonter aussi à un niveau cloud si vous le souhaitez pour avoir une visu multi-site et un accès distant partout dans le monde. Donc, vous aurez toujours une solution adaptée en fonction de la criticité de vos données pour garder la souveraineté de votre donnée. On l'a dit, on ne peut pas faire de transformation sans être accompagné. Siemens a une offre de service complète pour vous accompagner dans cette transformation énergétique. Sarah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Exactement, donc on a vu différents types de solutions, différents types de solutions technologiques. Mais maintenant, moi, je vais vous parler de nos offres d'accompagnement, nos offres de services qui se classent en 3 types de services.
Donc, quand on parle d'efficacité énergétique, on parle aussi de décarbonation, donc réduire ses émissions. Et donc, nos services vont s'axer en 3 types de services. Les premiers services sont les services dits facilitateurs. Ça va être du coup tout ce qui va être projet de digitalisation, puisque comme on l'a vu juste avant, typiquement la collecte de données, la simulation, les choses comme ça, vont permettre d'avoir une visibilité directe sur la consommation et avoir des gains énergétiques directs. Dans un deuxième temps, on peut proposer des services à impact direct qui vont être par exemple de la maintenance, donc que ce soit des contrats de maintenance ou de la maintenance prévisionnelle pour, par exemple, au niveau d'un moteur, voir les déviations, voir les dérives et donc éviter les pannes et donc augmenter la durée de vie des équipements. Enfin, dans un dernier type de service, on va plus là se rapprocher de la sobriété énergétique. Donc, on va plutôt faire appel à des alternatives pour être moins émetteur en carbone. Donc, ça se traduit par exemple au travers de formations à distance ou bien des interventions à distance puisque les trajets routiers, les trajets en avion, etc. sont énormément énergivores. On a aussi donc les possibilités de mettre en place des rétrofits, donc de la modernisation d'équipements anciens, ou bien de proposer des pièces de rechange au travers de pièces reconditionnées. Donc voilà, on a différents types de services qui vont s'axer sur une méthodologie beaucoup plus globale. Puisque avant tout, il est primordial de comprendre le besoin du client, de comprendre ses challenges et sa stratégie. Donc la première étape de cette méthode va se faire sur site, donc au travers d'un accompagnement, donc d'un consulting. Les experts vont se déplacer sur le site de production et vont passer entre 1 et 3 jours selon la taille du site pour comprendre du coup quels sont les équipements énergivores, regarder le bilan énergétique du site, définir avec le client quels sont les indicateurs de performance énergétique et déjà être en mesure de dresser un plan d'action avec le client. Une fois qu'on a dessiné un plan d'action, on va donc passer à l'étape de mise en œuvre. Comme on l'a vu juste avant, on a différents types de solutions. Donc ça peut passer par l'installation de nouveaux équipements, la modernisation d'anciennes machines ou moteurs, ou bien des projets de digitalisation au travers de simulations, collecte de données, etc. Une fois qu'on a du coup mis en place ces solutions, ces services, on va être en mesure du coup d'analyser les gains qui ont été faits, analyser les données, et donc être dans une phase continue d'optimisation pour proposer soit des améliorations supplémentaires, voire par exemple proposer donc ces mêmes améliorations sur d'autres équipements, sur d'autres sites de production. Un exemple concret de projet de digitalisation que nous sommes en capacité de mener, c'est ce qu'on va appeler le jumeau numérique vert. Donc le jumeau numérique, c'est une transposition virtuelle du monde réel. Donc typiquement, on va simuler une ligne de production, une cellule robotique. Et là où ça va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, avant la mise en service d'une installation, simuler les mouvements, par exemple, d'un robot et donc optimiser les mouvements pour du coup, consommer à moindre mesure. Et donc, ce jumeau numérique vert va s'appuyer sur toutes les technologies qu'on a vues avant, donc les solutions Edge, la collecte de données, toute la dynamique cloud, IoT, etc. Alors, comme on l'a vu, aujourd'hui, avec le coût de l'énergie qui augmente, ça va devenir rapidement pour le monde industriel une priorité d'être moins énergivore, puisque comme le coût augmente, forcément, la facture va vite augmenter. Mais alors, que faire quand on nous parle donc, du fait que le coût de l'énergie va augmenter, mais les investissements pour pallier à ces problèmes est aussi très important. Donc pour vous aider dans tous ces coûts qui augmentent, nous vous proposons donc un contrat qui s'appelle donc le contrat d'efficacité énergétique,
qui va donc se faire par une première étape, qui est donc une analyse de la situation. Donc on va venir sur place et élaborer un plan d'action avec vous et donc trouver les gains financiers potentiels que vous pourriez faire. Une fois qu'on a compris quels seraient les gains potentiels, les gains financiers, on va utiliser ces gains en tant que financement pour ce contrat de service. Siemens va donc se positionner sur ces gains et faire une promesse de ces gains. On est aussi en mesure, au travers de ce contrat, d'intégrer les certificats d'économie d'énergie, qui sont en fait des certificats que doivent fournir les fournisseurs d'énergie. Ils doivent donc promouvoir les réductions énergétiques faites par leurs clients. Et donc, un client qui aura mis en place un système de management de l'énergie ou qui aura modernisé ses équipements, et donc, au travers de ces améliorations, aura fait une réduction sur sa facture, eh bien, ces réductions vont se transformer en aides financières. Ces aides financières vont donc aider à financer le contrat de service, ce qui va donc permettre de lisser dans le temps l'investissement nécessaire pour donc mettre en place un système de management de l'énergie ou remplacer ses équipements ou faire appel à des services par exemple de modernisation. Et donc on aura un retour sur investissement visible beaucoup plus rapidement que si on avait tout investi d'un coup sans faire appel à ces certificats d'économie d'énergie et donc voilà, le ROI va être beaucoup plus instantané. Alors effectivement, une des solutions de financement, c'est le contrat, mais il y a également aussi chez Siemens une division finance, Siemens Financial Services, qui peut vous accompagner sur les différents instants d'amélioration de vos équipements industriels, que ce soit des simples facilités de paiement, mais aujourd'hui on le vit, il y a un allongement des délais de livraison, il y a besoin de financement, de cash. Ce n'est pas toujours facile pour les entreprises, surtout de taille moyenne ou intermédiaire, de générer ces achats. Eh bien, Siemens peut vous accompagner avec des facilités de paiement pour régler vos achats. Une autre option, c'est ce qu'on appelle l'Optimum Asset, qui vous permet d'avoir un stock de pièces de rechange en consignation sur votre site qui est cofinancé. Donc vous n'achetez pas directement les pièces, vous le financez à travers un service de financement. La partie rétrofit aussi peut être financée et derrière les coûts du financement sont payés par les gains énergétiques et donc en consommation énergétique de votre rétrofit d'installation. Et puis enfin, pour des équipementiers ou des OEM, on a la possibilité de louer ou des locations avec option d'achat, que ce soit du hardware, des équipements hardware ou du software. Tous nos logiciels sont aussi éligibles à être financés par de la location ou de la location avec option d'achat. Si on résume rapidement ce qu'on vient de dire, vous l'avez compris, Siemens, on n'est pas rentré dans le détail du portfolio, mais on a un portfolio large, que ça parle d'automatisation, de variation de vitesse, de solutions d'efficacité énergétique, de solutions de stockage d'énergie, de génération d'énergie également, ou d'infrastructures pour le bâtiment ou par exemple pour les bornes de recharge de véhicules électriques. On a à côté de cela évidemment la partie accompagnement et services, pour vous accompagner, comme vous l'a expliqué Sarah, dans les différentes étapes de cette transformation. Et évidemment, la partie financement qu'on vient d'aborder pour lever les fonds nécessaires à votre financement, au financement de ces rétrofits. Maintenant, on va regarder quelques cas concrets chez les clients avant de conclure et de passer aux questions-réponses pour vous donner quelques indicateurs des gains qu'on peut générer en faisant des rétrofits de sites ou en mettant en place des solutions d'optimisation énergétique. Premier exemple, chez GF, qui est un fournisseur de pièces automobiles moulées sous pression, donc quelque chose qui est assez énergivore, eh bien, avec un audit et une mise en œuvre de solutions d'économie d'énergie, on a pu économiser 10% des émissions de CO2 du site et 4500 mètres cubes d'air comprimé qui étaient générés tous les week-ends pour rien alors que l'usine était à l'arrêt. Mettre en veille ces équipements-là participe effectivement à cette réduction de CO2. Un autre exemple chez BMW, je vous le disais en introduction, là sur du rétrofit de systèmes de ventilation chauffage des bâtiments.
BMW a décidé de rétrofiter les systèmes HVAC de 4 usines. C'était 253 systèmes de ventilation, donc des choses relativement simples, mais avec un levier important en termes d'économie d'énergie, comme je vous le disais en introduction. Vous le voyez ici, c'est 4 millions d'euros d'économie d'énergie par an pour BMW, un contrat de 10 ans avec une garantie, comme vous l'a expliqué Sarah, d'économie d'énergie. Donc le retour sur investissement, il est de moins de 2 ans puisque BMW a investi 7,7 millions d'euros et pendant 8 ans, BMW va générer 32 millions d'économies d'énergie simplement en rétrofitant des systèmes de ventilation avec un contrat de performance énergétique sur 4 sites industriels. Si on prend un autre exemple chez Picolin, Picolin produit des matelas. Sur Picolin, on a réussi à réduire de 14% les consommations d'énergie en électricité, 40% en gaz naturel, tout en produisant 30% de plus sur le site. Donc là, vous voyez vraiment, on n'est pas sur de la baisse de productivité, on est sur de l'augmentation de productivité du site, tout en réduisant l'empreinte énergétique du site. Et enfin, un exemple chez Coca-Cola, ils ont pu économiser 50% des émissions de CO2 depuis 2010 en mettant en place un audit énergétique et des solutions concrètes de réduction de l'énergie. Le mot de la fin, vous l'avez compris, Siemens est là pour vous accompagner dans votre transformation énergétique. Faites appel à nous, on a les solutions, on a les services, on a les équipes pour vous accompagner dans tout le cycle de vie de cette transformation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Maintenant, on est en mode questions-réponses. Donc, on va prendre les questions qu'on a reçues pendant le webinaire. N'hésitez pas à continuer à en envoyer pendant ce temps-là si vous en avez d'autres. Voilà, le service de certificat d'énergie est-il valide uniquement pour la France, Sarah? Oui, en effet, les certificats sont valides pour la France, oui, seulement pour la France. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question dans le fil? Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va vous poser aussi des petites questions en parallèle. On va vous envoyer des petits sondages pour prendre votre pouls et voir où est-ce que vous en êtes dans votre transformation énergétique. Donc n'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. On va rester en ligne pendant quelques minutes supplémentaires si vous avez des questions. Et évidemment, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions ultérieurement ou nous contacter en direct. On répondra à toutes vos questions. Donc évidemment, le webinaire a été enregistré. Vous recevrez le lien vers le replay du webinaire à l'issue du webinaire. Jusqu'à quelle puissance pouvez-vous compenser les creux de tension RTE et Enedis avec vos supercapas? Alors ça, c'est assez simple, il y a plusieurs méthodologies, effectivement, plusieurs technologies. On peut être sur des solutions supercap, comme on l'a dit. On peut avoir des solutions sur base de volant d'inertie aussi, pour des durées plus longues, ou pour des durées de l'ordre de 10 minutes. Là, on va effectivement plutôt migrer sur des solutions de type batterie, avec une flotte de batterie. Donc sur la supercap, on est plutôt de l'ordre de quelques secondes, c'est pour des micro-coupures. Ensuite, on peut augmenter la capacité avec des volants d'inertie, où là, on va être de plusieurs minutes. Et si on dépasse les 10 minutes, on va être plutôt sur des technologies de type batterie. Mais tout ça, on a des réponses à vous apporter et on a des solutions techniques pour vous accompagner sur ces migrations. Des blocs profil énergie existent sur le TIA, comment récupère-t-on les données? Alors le profil énergie, c'est un profil de communication qui va vous permettre de mettre en veille de façon centralisée les organes qui ne consomment pas. Donc c'est très simple, depuis l'automatisme, vous activez le mode veille sur votre machine et ensuite dans tous vos consommateurs et notamment les variateurs de vitesse qui restent en veille et qui peuvent être consommateurs d'énergie sur les machines, eh bien vous allez passer en veille les machines en fonction des modes de marche machine. Donc c'est un protocole de communication qui vous permet directement de mettre en veille des équipements. Faire une étude de faisabilité de rétrofitage de nos ventilateurs et surpresseurs. Oui, n'hésitez pas à revenir vers nous, on va vous accompagner dans une démarche d'étude de faisabilité, d'audit énergétique et ensuite on vous indiquera qu'est-ce que vous pouvez gagner effectivement en coût énergétique sur votre installation de ventilateurs, de surpresseurs, de compresseurs.
Quelles sont les solutions de réduction de consommation qui ont été mises en œuvre chez Picolin pour le gaz? Changement du système, changement des paramètres. Une optimisation des systèmes, donc déjà une mesure, comme on l'a dit, de gagner en transparence sur les activités, donc avec des capteurs pour remonter la consommation et pour optimiser en fonction des modes de marche machine la consommation, et avec des systèmes aussi de recyclage plus intelligents des flux de chaleur pour diminuer la consommation énergétique et la consommation de gaz. Tous vos équipements Siemens peuvent récupérer de la data telle qu'un départ moteur. Comment récupérons-nous sous TIA? Alors très simplement, vous insérez vos équipements dans un projet TIA et vous avez ensuite des télégrammes de communication qui vont vous permettre de récupérer au niveau de l'automatisme les données de consommation énergétique. Donc après, tous les variateurs sont communicants, les départs moteurs le sont en majorité, les disjoncteurs peuvent l'être. Là après, ça dépend effectivement des produits que vous allez mettre en œuvre, mais si ce sont des produits communicants, vous pouvez très simplement les déclarer dans votre projet TIA et récupérer la donnée. Pouvons-nous envisager un peu de partenariat interne-externe dans la phase d'audit énergétique? Alors là, ça sera plutôt à mes collègues du service de répondre à cette question-là. S'il y a des besoins spécifiques ou si vous avez une compétence particulière, n'hésitez pas à faire appel à nous. On verra s'il y a des plans d'action qui peuvent être mis en commun et des synergies qui peuvent être trouvées. Le profit énergie sur les cartes Siemens de communication robot dans l'installation automatisme. Alors là, c'est une question très technique, donc n'hésitez pas à nous contacter ou à déjà envoyer un dossier à la support line qui prendra en compte votre problématique concrète. Là, c'est pas évident de vous répondre comme ça. Pas de questions supplémentaires qui arrivent dans le flux. Donc il nous reste à vous remercier. N'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on y répondra ultérieurement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si vous posiez des questions à l'issue, on y répondra ultérieurement. Merci pour votre participation. Merci Sarah, merci Christophe pour avoir co-présenté et animé ce webinaire. N'hésitez pas à relire et à aller vers le replay à l'issue pour repréciser des points et nous contacter surtout si vous avez des questions ou des projets, des appels à projets concrets. Merci à tous.